J'ai bâti en secret un domaine à 35 dollars. À ma surprise, j'y trouve ma mère et mon frère qui emménagent, persuadés que la demeure est pour eux. Ne cédant pas à leur culot, j'ai verrouillé les portes et appelé le shérif pour les expulser. Je venais de passer 3 semaines épuisantes dans les eaux glacées de la mer de Bering, à récupérer un chalutier commercial englouti. Mes mains étaient pleines d'ampoules, mes muscles me faisaient mal jusqu'aux os, et tout ce que je voulais au monde était le silence absolu de mon domaine de 35 millions de dollars au lac Tahoe. J'avais construit ce sanctuaire en secret. Chaque pierre, chaque poutre massive en chêne avait été payée de mon sang et de ma sueur au cours des 3 dernières années. Mais lorsque j'ai garé mon camion boueux devant les lourdes portes en fer forgé, elles étaient grandes ouvertes. 3 énormes camions de déménagement étaient stationnés directement sur l'herbe alpine sur mesure que je venais de cultiver pour 200 000 dollars. Mon frère Gauthier était debout sur mon porche, aboyant des ordres aux déménageurs et ma mère Geneviève était à l'intérieur, dirigeant une équipe portant un canapé en velours rouge hideux dans mon salon minimaliste. Je suis sorti du camion. Elle m'a souri, complètement indifférente. « Te voilà, Étienne. Nous emménageons. Je savais que tu avais acheté cette immense propriété pour la famille grandissante de Gauthier. Tu es enfin un bon frère obéissant. » Ma vision est devenue rouge. L'audace absolue de cela m'a frappé comme un coup physique à la poitrine. Je n'ai pas crié. J'ai juste souri. Mais dans ma tête, un compte à rebours avait déjà commencé. Comment cela était-il arrivé? Et qu'allais-je faire à ce sujet? Vous êtes sur le point de découvrir jusqu'où une famille toxique peut pousser sa chance avant d'être complètement détruite. Pour comprendre pourquoi ce moment a brisé la dernière limite qu'il me restait, vous devez comprendre ce que cette maison signifiait pour moi. J'ai 42 ans et je possède une entreprise de sauvetage maritime. C'est un travail sale, dangereux et éreintant. Je passe ma vie dans de lourdes combinaisons de plongée, entourées de carburant diesel, de rouille coupante et de la pression écrasante des profondeurs de l'océan. Je m'occupe des épaves. C'est ainsi que j'ai fait fortune, en tirant des cargaisons de plusieurs millions de dollars de l'abîme. Mais pour ma famille, j'étais toujours juste l'éboueur des mers. Gauthier, en revanche, était l'enfant prodige. Il a 46 ans, il est gestionnaire de capital risque à San Francisco, il porte des costumes sur mesure, parle dans un jargon financier agaçant et traite tout le monde autour de lui comme du personnel. Mes parents adoraient le sol sur lequel il marchait parce qu'il leur donnait l'illusion du prestige de la haute société à leur club de retraite. En montant la montagne vers Tahoe cet après-midi-là, l'odeur des pins effaçait généralement la graisse et la crasse de mon travail. Le domaine était ma forteresse cachée. Il est situé sur une crique privée entourée d'arbres centenaires avec un quai privé et un système de sécurité de pointe. Personne dans ma famille n'était au courant. Je voulais un endroit où l'on n'attendait pas de moi que je paie les factures de quelqu'un d'autre, que je répare les erreurs de quelqu'un d'autre ou que j'écoute des conférences interminables sur la façon dont je devrais être plus comme mon frère aîné. Pourtant, les voici. Les lourds pneus des camions de déménagement avaient creusé des tranchées profondes et boueuses dans la pelouse verte immaculée. Les portes d'entrée, sculptées dans du noyer massif, étaient calées avec une glacière en plastique bon marché. Les déménageurs heurtaient négligemment les meubles contre les arches en pierre. J'ai monté lentement les marches du porche, mes lourdes bottes de travail laissant de faibles traces de saleté sur le marbre. Ma mère m'a tapoté le bras comme si j'étais un enfant perdu errant sur sa propriété. Elle avait déjà placé ses chats en porcelaine florale sur ma cheminée moderne et épurée. L'orgueil pur qui émanait d'elle était suffocant. Elle croyait sincèrement que parce que j'étais le frère cadet célibataire qui travaillait de ses mains, tout succès que j'avais appartenait automatiquement à la famille collective. Et par famille collective, elle entendait Gauthier. J'ai regardé au-delà d'elle, observant 2 hommes qui peinaient à porter un énorme lustre de mauvais goût dans le couloir. Ils éraflaient les murs. Mes murs. Les murs que j'avais passé des semaines à travailler pendant mes jours de congé. J'ai pris une profonde inspiration. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas mis dehors tout de suite parce que s'emporter de rage est ce que font les faibles. J'avais besoin de connaître l'étendue de leur délire avant de l'écraser complètement. Qu'est-ce que Gauthier pensait exactement accomplir ici? Si vous vous demandez pourquoi je suis resté si effrayamment calme pendant que ma maison était envahie, c'est parce que ce n'était pas une sensation nouvelle. Toute ma vie avait été une leçon magistrale de digestion du manque de respect. Mon esprit a instinctivement construit un musée de toutes les fois où il m'avait traité comme de la saleté. Et traverser cette maison pleine de leurs meubles bon marché, c'était comme ouvrir les portes de ce musée.
Laissez-moi vous montrer la pièce A. J'ai regardé mes mains. Les épaisses cicatrices pâles qui parcourent mes paumes et mes avant-bras. Quand j'avais 27 ans, je mourais de faim, essayant de lancer mon entreprise de sauvetage. Je travaillais 14 heures par jour sur un remorqueur rouillé. Un après-midi, au milieu d'une tempête hivernale, un câble de treuil en acier s'est brisé sous une tension extrême. Il a fouetté le pont et a déchiqueté mes bras. J'ai failli me vider de mon sang avant que l'hélicoptère des gardes-côtes ne m'atteigne. Je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital stérile, enveloppé de bandages, terrifié à l'idée de perdre mes mains et mes moyens de subsistance. L'infirmière a tenu le téléphone à mon oreille pour que je puisse parler à mon père, Armand. Je m'attendais à du réconfort. Je m'attendais à ce qu'il demande si j'allais survivre. Au lieu de cela, ses tout premiers mots furent une plainte. « Étienne, la transmission de la BMW de ton frère vient de lâcher. Il a un grand dîner avec un client la semaine prochaine et a besoin d'une voiture fiable. Tu n'as pas envoyé ta part de son paiement de voiture ce mois-ci. Vas-tu virer l'argent ou dois-je puiser à nouveau dans mes économies ?» Je suis resté allongé à regarder le plafond, écoutant le bip du moniteur cardiaque. Je lui ai dit que j'étais à l'hôpital. Il a soupiré, un son lourd et agacé, et a dit « Eh bien, essaie de régler ça rapidement. Gauthier est sous beaucoup de stress. » C'est à ce moment précis que j'ai réalisé que je n'étais pas un fils. J'étais un distributeur automatique. J'étais une éponge destinée à absorber les désordres que l'enfant prodige créait. La pièce B était Sexgiving il y a 10 ans. J'avais passé 2 mois dans mon garage exigu, à sculpter à la main une magnifique table à manger en acajou récupérée. Je l'avais poncée jusqu'à ce qu'elle soit lisse comme du verre et l'avais finie avec des huiles naturelles. C'était mon cadeau à mes parents, une œuvre d'art dans laquelle j'avais mis toute mon âme. Je l'ai attachée au toit de mon vieux camion et j'ai roulé 3 heures dans la neige pour la livrer. Quand je suis arrivé, Gauthier venait de se garer dans sa voiture de sport de location. Il avait apporté une bouteille de vin à $500. Mes parents lui ont pratiquement organisé un défilé. Ils ont ouvert le vin, ont porté un toast à son incroyable succès et m'ont complètement ignoré, debout dans l'embrasure de la porte, tenant une extrémité d'une énorme table en bois. Quand j'ai enfin réussi à traîner la table à l'intérieur, ma mère l'a regardée avec un dégoût à peine voilé. « Oh, Étienne, dit-elle en fronçant le nez. C'est très rustique, mais ça ne va vraiment pas avec l'esthétique élégante que j'ai dans la salle à manger. Laisse-la juste sur le patio arrière pour l'instant. Peut-être qu'on pourra y mettre des plantes en pot au printemps. » Ils l'ont laissé dans la neige. Au printemps, le bois avait gondolé et craqué. Je n'en ai jamais parlé, et ils ne se sont jamais excusés. Ces souvenirs ont défilé dans mon esprit alors que je me tenais dans mon couloir, regardant le fauteuil inclinable en cuir odieux de Gauthier être poussé dans ma salle de lecture. Le contraste était presque risible. Ici, j'étais, sentant l'eau salée, le carburant diesel et le travail honnête. Et là, ma famille apportait l'odeur de la fausse richesse, de l'eau de Cologne lourde et de l'arrogance sans limite dans la seule chose pure que j'avais jamais créée pour moi-même. Ils ont toujours cru que mon argent était un heureux accident. Un coup de chance qui était arrivé à un rustre qui ne savait pas apprécier les belles choses. Ils croyaient que Gauthier, avec ses diplômes fantaisistes et son discours fluide, était le propriétaire légitime de tout ce qui de bon entrait dans notre famille. Je suis sorti de mes souvenirs quand j'ai entendu des pas résonner sur les carreaux de pierre importés. Gauthier sortait de mon immense garage attenant, tenant une tasse de mon espresso cher. Il portait un pull en cachemire, regardant autour de lui avec une expression suffisante et satisfaite sur le visage, agissant comme le seigneur du manoir. Le musée de la douleur dans ma tête a fermé ses portes, enfermant la colère à l'intérieur. Il était temps de faire face à la réalité devant moi. Que allait-il dire ? Gauthier s'est approché de moi, complètement détendu. Il n'avait pas l'air d'un homme qui venait de s'introduire dans la propriété privée de son frère. Il avait l'air d'un roi inspectant son territoire nouvellement conquis. Il a bu une gorgée de son espresso, savourant la riche saveur, et m'a offert un sourire condescendant. « Étienne, te voilà, dit-il en agitant la main vaguement dans le grand hall. Je dois admettre, tu as fait un travail décent avec la structure de cet endroit. Un peu froid, un peu trop industriel à mon goût, mais Céline est déjà en train de travailler à le rendre plus chaleureux. » Je l'ai regardé. Le culot de cet homme était presque fascinant à observer. Plus chaleureux, ai-je répété, ma voix dangereusement basse. Oui, Gauthier a ricané, manquant entièrement le ton d'avertissement dans ma voix.
Écoute, nous avons décidé de prendre la suite parentale au 2e étage. Céline a besoin des dressings pour ses garde-robes saisonnières. Et la vue sur le lac depuis ce balcon est exactement ce dont j'ai besoin pour mes appels matinaux avec les investisseurs. Mais ne t'inquiète pas, petit frère. Je pensais que tu pourrais prendre la maison d'hôte au bout de la propriété. C'est calme là-bas, parfait pour toi pour décompresser après tes petits voyages en bateau salissant. Il m'offrait la maison d'hôte sur mon propre domaine de 35 millions de dollars. Ma mère est venue derrière lui, acquiesçant avec un enthousiasme débordant. C'est juste le plus logique. Étienne, Gauthier a une famille. Ils ont besoin d'espace. Tu es célibataire. Tu n'as pas besoin de 4 immenses chambres et d'une salle de cinéma. C'est égoïste pour un seul homme de tout garder quand ton frère a une image à maintenir dans ses cercles sociaux. J'ai regardé ma mère, puis Gauthier. Une question cruciale a finalement surgi dans mon esprit. La sécurité de ce domaine n'était pas une blague. Elle comprenait un portail biométrique de qualité commerciale et des serrures intelligentes cryptées sur chaque porte extérieure. Comment avez-vous fait pour entrer exactement, ai-je demandé, gardant mon visage complètement impassible. Ma mère a bombé le torse, l'air incroyablement fier d'elle. Oh, c'était très simple. Quand tu nous as rendu visite à Noël, tu as laissé ta veste sur la chaise. J'étais juste en train de ranger et j'ai trouvé une carte de visite dans ta poche pour une architecte paysagiste nommée Marine. Je l'ai appelée, j'ai fait semblant d'être ton assistante exécutive et je lui ai dit que les entrepreneurs étaient enfermés dehors. Elle m'a donné le code temporaire du portail et la combinaison du coffre-fort principal. Tu devrais vraiment être plus prudent avec ta sécurité, Étienne. N'importe qui aurait pu entrer. J'ai senti un frisson glacé me parcourir l'échine. Elle avait fouillé dans mes poches, volé mes informations privées, se faisant passer pour mon personnel, et manipulé un fournisseur pour s'introduire chez moi, et elle pensait me rendre service en soulignant une faille de sécurité. Gauthier s'est approché, baissant la voix à ce fauton fraternel qu'il utilisait quand il voulait paraître magnanime. Écoute, Étienne, je sais que tu aimes ta vie privée, mais c'est une victoire pour tout le monde. Nous avons une retraite d'été. Tu peux avoir de la famille autour de toi, et cela élève le portefeuille familial. Ne faisons pas toute une histoire de cela. À ce moment précis, Céline, la femme de Gauthier, descendit le grand escalier. Elle était vêtue d'un vêtement de détente de créateur, tenant son téléphone, enregistrant clairement une vidéo pour ses réseaux sociaux. Oh mon Dieu, vous les gars. La lumière naturelle dans mon nouveau foyer est littéralement à tomber par terre. Elle gazouilla à ses abonnés avant de me remarquer. Elle mit la pause à l'enregistrement et me fit un sourire faux et pincé. Étienne, tu traces de la boue sur mes nouveaux tapis. Pourrais-tu s'il te plaît t'enlever ces bottes? N'importe quelle personne normale aurait explosé. N'importe quelle personne normale aurait donné des coups de poing, crié à plein poumon et les aurait traînés physiquement dehors. Mais je ne suis pas une personne normale. Quand on passe sa vie à plonger sur des épaves, on apprend une règle vitale de survie. Quand on est pris dans un courant sous-marin massif, on ne nage pas tout de suite contre lui. On le laisse nous emporter un instant, en conservant son énergie jusqu'à ce que l'on trouve un rocher solide pour s'ancrer. Puis on sort son couteau et on coupe le fil de la chose qui essaie de vous entraîner vers le bas. J'ai regardé Céline. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé Gauthier. Bien sûr, ai-je dit doucement, ma voix d'un calme mortel. Je vais rester dans la maison d'hôte pendant quelques jours. Gauthier a souri, me tapotant l'épaule. Bon homme. Je savais que tu comprendrais. Je me suis retourné, j'ai attrapé mon sac de sport dans le camion et j'ai marché vers la maison d'hôte près de l'eau. Je n'ai pas regardé en arrière. Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'étais le même petit frère brisé et obéissant qui nettoierait tranquillement le patio pendant qu'il boirait du vin à l'intérieur. Mais il n'avait aucune idée que je venais de les laisser nager directement dans une cage d'acier, et j'étais sur le point de verrouiller la porte. La maison d'hôte était magnifique, une version miniature du domaine principal avec de larges fenêtres donnant sur la surface sombre et vitreuse du lac Tao. Mais en jetant mon sac sur le lit, j'ai eu l'impression d'être en prison. Pendant les 48 heures suivantes, je n'ai pas mis les pieds dans la maison principale. Je suis resté dans la cabine d'amis, buvant du café noir et regardant mon sanctuaire être violé en temps réel via les flux des caméras de sécurité interne du domaine sur mon ordinateur portable. C'était une torture absolue. C'était comme regarder une meute d'animaux sauvages déchirer un chef-d'œuvre.
Sur la caméra 3, j'ai vu Céline diriger un homme à tout faire qu'elle avait apparemment engagé sur Internet. Il plantait d'énormes clous de fer directement dans les panneaux de chaîne massifs sur mesure du grand couloir pour accrocher une série de tableaux abstraits bon marché produits en série. Chaque coup de marteau me serrait la mâchoire. Ces panneaux de chaîne avaient été importés d'une forêt durable de Scandinavie, coûtant plus de 100 000 $ rien que pour les matériaux. Sur la caméra 5, j'ai vu les deux jeunes enfants de Gauthier courir sauvagement dans le salon. Ils avaient des marqueurs permanents et traitaient mon canapé en cuir italien blanc importé comme une toile géante. Mon père, Armand, était assis juste là dans son fauteuil en train de lire le journal, ignorant complètement la destruction qui se déroulait à 60 cm de lui. Mais la goutte d'eau est venue sur la caméra 2 dans la cuisine. Ma mère utilisait un grand récipient en céramique pour contenir son eau sale et savonneuse pour nettoyer le sol. C'était un vase authentique de la dynastie Ming que j'avais acheté lors d'une vente aux enchères exclusives pour 45 000 $. Elle l'avait jeté par terre, rempli de nettoyant pour sol chimique, et y plongeait une serpillière sale parce qu'elle pensait que cela ressemblait à un seau rustique. J'ai claqué mon ordinateur portable. La rage me brûlait la poitrine. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la seule personne au monde qui me comprenait. Mon oncle Évandre. Évandre était le jeune frère de mon père, un ingénieur de la marine à la retraite qui menait une vie tranquille en Oregon. Il était un peu rustre, jurait comme un marin et avait une tolérance zéro pour les bêtises. Il était aussi la seule personne qui avait toujours cru en moi. Quand j'avais 22 ans, essayant d'acheter ma première pièce d'équipement de sauvetage, la banque s'était moquée de moi. Évandre m'avait accordé un prêt personnel de 5 000 $ sur sa propre pension et m'avait dit de leur prouver le contraire. Il a répondu au deuxième appel. « Étienne, tu as l'air de mâcher du verre. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé des camions de déménagement, des codes de sécurité volés, de la maison d'hôte, des clous dans les murs en chaîne et du vase de 45 000 $ servant de seau à serpillière. Pendant une longue minute, il n'y a eu qu'un silence pesant sur la ligne. Je pouvais l'entendre gratter une allumette pour allumer sa pipe. Étienne, Évandre a finalement grogné, sa voix épaisse de dégoût. Je t'ai appris à bâtir un empire avec de la ferraille. Je t'ai appris à lutter contre des courants qui pourraient écraser un sous-marin. Alors dis-moi, pourquoi diable laisses-tu une bande de vautours parasites te dévorer les os dans ta propre putain de maison? Non, ai-je répondu, regardant par la fenêtre la maison principale. Je les laisse juste s'installer avant de leur faire tomber le ciel sur la tête. Je veux m'assurer de faire ça correctement. Je ne veux leur laisser aucune chance de revenir un jour. Bien, Évandre a grogné. Ton père et Gauthier jouent à ce jeu de faux riche depuis 20 ans. Ils dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. C'est un château de cartes. Étienne, trouve le vent et souffle-le. Nous avons parlé quelques minutes de plus et ses paroles m'ont ancré. Il a validé chaque pensée sombre et vengeresse que j'avais. Je n'étais pas cruel. Je n'étais pas déraisonnable. Je me préparais simplement à protéger ce qui était à moi. J'ai rouvert mon ordinateur portable. Je devais voir quel serait leur prochain coup. Ils étaient trop à l'aise, agissant trop de manière permanente. Ce n'était pas un week-end pour eux. Le volume pur de carton, l'embauche d'un homme à tout faire, la prise de contrôle complète des placards, tout cela indiquait quelque chose de beaucoup plus grand. Pourquoi Gauthier, un homme qui se targuait de son style de vie luxueux à San Francisco, avait-il soudainement décidé de déménager toute sa famille à 4 heures de route dans les montagnes sans aucun avertissement préalable? Mes pensées ont été interrompues par un coup sec à la porte de la maison d'hôte. Je me suis dirigé vers elle et l'ai ouverte. Gauthier était debout sur le porche, tenant une tablette numérique élégante, l'air incroyablement satisfait de lui-même. « Eh, Étienne, dit-il vivement. Je suis content de te trouver. Nous devons parler de samedi soir. » Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte, croisant les bras. « Qu'est-ce qui se passe samedi soir ?» Il a affiché un sourire éclatant, entièrement faux. « J'organise une fête et tu as un rôle très précis à jouer. » Gauthier est entré dans la maison d'hôte sans attendre d'invitation, regardant autour de lui d'un œil critique, comme s'il évaluait l'espace pour une future rénovation. Il a tapé sur l'écran de sa tablette et me l'a tendu pour que je la voie. C'était une invitation numérique montrant une photo de mon domaine prise par drone, élégamment stylisée avec des lettres dorées. Elle disait « Gauthier et Céline vous invitent cordialement à la pendaison de crémaillère du domaine lacustre. Une soirée d'élégance, de réseautage et de célébration.
J'ai envoyé cela à 60 de mes meilleurs clients et partenaires de la Silicon Valley, a annoncé fièrement Gauthier. Ce domaine est la toile de fond parfaite. Il montre la stabilité, la richesse et la vision. C'est exactement le genre de levier dont j'ai besoin en ce moment pour mon nouveau fonds d'investissement. Les traiteurs arrivent vendredi, et nous avons un quatuor à cordes réservé pour la soirée. J'ai regardé l'invitation. L'illusion absolue était stupéfiante. Il ne me volait pas seulement ma maison. Il utilisait mon sang et ma sueur comme un accessoire de scène pour stimuler son propre ego frauduleux. Tu organisais une fête pour 60 personnes dans ma maison, ai-je déclaré platement, sans en faire une question. Gauthier leva les yeux au ciel et soupira. Le grand frère souffrant qui doit faire face à un enfant déraisonnable. Allez, Étienne. Ne sois pas comme ça. Nous sommes une famille. Une marée montante lève tous les bateaux, n'est-ce pas? Si mon fonds réussit, cela profite à tout le monde. Papa et maman sont ravis. Ils ont déjà commandé de nouvelles tenues. Il fit une pause, ses yeux parcourant mes jeans tachés de graisse et ma chemise en flanelle délavée. Un air de dégoût distinct traversa son visage. Écoute, à propos de samedi, Gauthier continua, son ton devenant sec et autoritaire. J'ai besoin que tu restes à l'écart. Je ne peux pas te laisser te promener dans le hall principal sentant l'huile de moteur pendant que je parle à des milliardaires de la technologie. Alors, voici le deal. Tu vas t'occuper du barbecue extérieur près du hangar à bateau. Assure-toi que les travers de port continuent d'arriver. Reste silencieux et si quelqu'un te demande, ne dis pas que tu es mon frère. J'ai cligné des yeux. J'avais sincèrement cru l'avoir mal entendu. Tu veux que je fasse semblant de ne pas être ton frère? C'est juste pour l'image, Étienne, dit-il en agitant la main d'un air dédaigneux. Mes clients s'attendent à un certain pédigré. Avoir un frère qui traîne du métal rouillé de l'océan pour vivre, ça salit juste la marque. Si quelqu'un te demande, dis-lui simplement que tu es l'entrepreneur local que j'ai embauché pour arranger l'endroit. Porte quelque chose de propre au moins. Essaie d'avoir l'air présentable. Le silence dans la pièce s'épaissit, lourd et pesant. L'audace était si profonde qu'elle semblait presque un poids physique qui me pressait la poitrine. Il se tenait sur ma propriété, planifiant une fête avec de l'argent qu'il n'avait sûrement pas, et m'ordonnait d'agir comme son serviteur engagé. Chaque fibre de mon être me criait de l'attraper par le col de son cher pull en cachemire et de le jeter dans les eaux glacées du lac. Je voulais le traîner jusqu'à la porte d'entrée, jeter ses sacs sur le chemin de terre et le regarder paniquer. Mais ensuite j'ai regardé dans ses yeux. Derrière l'arrogance satisfaite, il y avait une énergie frénétique et maniaque. La façon dont il parlait de cette fête comme d'un levier, le déménagement soudain, le désespoir d'impressionner ses investisseurs spécifiques, ça m'a frappé comme un éclair. Gauthier n'agissait pas d'un point de vue de force. Il agissait d'un point de vue de terreur absolue. C'était un homme qui se noyait et il avait traîné toute sa famille sur mon navire pour ne pas couler. La colère en moi a changé. Elle est devenue froide, calculée et incroyablement vive. Je ne voulais pas seulement le virer. Je voulais le démasquer complètement. Je voulais lui arracher le faux plaquage doré derrière lequel il s'était caché toute sa vie. J'ai laissé un sourire lent et facile se répandre sur mon visage. J'ai détendu ma posture et j'ai hoché la tête. Tu sais quoi, Gauthier, ai-je dit doucement. Tu as absolument raison. Tout est une question d'image. Je resterai près du barbecue. Je porterai une chemise propre. Je te laisserai complètement sous les projecteurs. Je te promets que je ferai en sorte que cette fête soit inoubliable pour absolument personne. Gauthier a semblé soulagé, interprétant complètement mal le danger dans ma voix. Il m'a tapoté le bras avec condescendance. C'est l'esprit, Étienne. Je savais que tu comprendrais. Sois un joueur d'équipe. Tout finira par payer. Il s'est retourné et est parti, tapant déjà furieusement sur sa tablette. Je l'ai regardé partir, le sourire froid toujours sur mon visage. Au moment où la porte s'est refermée, j'ai attrapé les clés de mon camion et ma veste en cuir. J'avais beaucoup de travail à faire avant samedi. Je devais rassembler des munitions. Je devais découvrir pourquoi Gauthier était si désespéré. Et surtout, je devais m'assurer que lorsque l'explosion se produirait, il n'y aurait nulle part où se cacher pour aucun d'entre eux. J'ai descendu les routes de montagne sinueuses jusqu'à la ville, l'esprit à 100 à l'heure. La ville près du lac Tao est petite, soudée et farouchement protectrice des siens.
J'avais passé les 3 dernières années à y nouer des relations. J'achetais mon bois à la scierie locale, j'embauchais des électriciens locaux et je buvais de la bière au pub du coin. Je n'étais pas un touriste de la technologie. Je faisais partie du tissu de la communauté. Mon premier arrêt fut le bureau du shérif du comté. Le shérif Barrick était un homme massif d'une 50aine d'années, un ancien marine qui dirigeait sa juridiction strictement selon les règles. Lui et mon oncle Évandre avaient en fait servi ensemble dans l'armée il y a des décennies. Quand je suis entré dans son bureau, il a levé les yeux d'une pile de papier et a haussé un sourcil. « Étienne, tu as l'air d'un homme en mission pour enterrer un corps. »« Que puis-je faire pour toi ?» demanda Barrick en se penchant sur sa chaise en cuir grinçante. Je me suis assis et j'ai tout raconté. J'ai expliqué l'entrée non autorisée, les codes d'accès volés, les camions de déménagement et le plan de fête massive pour samedi. Je lui ai remis le titre de propriété, prouvant que j'étais le seul propriétaire du domaine par l'intermédiaire de ma société de sauvetage. Barrick a étudié les documents, sa mâchoire se contractant. Ils ont juste emménagé sans bail, sans invitation, sans le moindre droit légal. C'est exactement ça, ai-je confirmé. Et je veux qu'ils partent. Mais je ne veux pas une expulsion silencieuse, shérif. Je veux un enlèvement pour intrusion. Je veux que ça se fasse pendant que les 60 invités de sa haute société sont debout dans mon salon. Barrick laissa échapper un sifflement bas. Une exécution publique de caractère. J'aime votre style, mon garçon. Vous n'avez qu'à dire le mot et j'aurai 4 voitures de patrouille dans votre allée samedi soir. Mais vous devez vous assurer que vos bases juridiques sont entièrement couvertes. Avez-vous parlé à votre avocat? C'est mon prochain arrêt, dis-je en me levant et en lui serrant la main. Merci, Barrick. Je vous verrai samedi. 10 minutes plus tard, j'étais assis dans le bureau moelleux de mon avocate immobilière et d'entreprise, une femme perspicace nommée Sarah, qui gérait tous les contrats complexes de mes opérations de sauvetage maritime. Je lui ai expliqué la situation et lui ai demandé de faire une vérification approfondie des antécédents et des finances de Gauthier et de mes parents. S'ils déménagent toute leur vie ici si soudainement, ai-je expliqué en faisant les 100 pas dans son bureau. Il y a une raison. Gauthier est arrogant. Mais il n'est pas stupide. Il n'abandonnerait pas sa vie de luxe à San Francisco à moins qu'il n'ait absolument pas le choix. Sarah a tapé rapidement sur son clavier, accédant au registre financier public, au titre de propriété et au dossier judiciaire pendant plusieurs minutes. Le seul son dans la pièce était le cliquetis des touches. Puis elle s'est arrêtée. Elle a fixé l'écran, ses yeux s'écarquillant sous le choc. Étienne, souffla-t-elle doucement. Tu dois voir ça. J'ai contourné le bureau et j'ai regardé l'écran lumineux. Là, en noir et blanc dans un texte juridique clair, se trouvait la réponse à tout. Il y a 5 jours, le luxueux manoir de plusieurs millions de dollars de Gauthier à San Francisco avait été officiellement saisi par la banque. Il avait fait défaut sur un prêt massif. Selon les documents judiciaires, son fonds de capital risque s'était effondré de manière désastreuse, le laissant avec une dette personnelle stupéfiante de 4,5 millions de dollars. Il était complètement en faillite. Mais le cauchemar ne s'est pas arrêté là. J'ai fait défiler l'écran et j'ai senti le sang me quitter le visage. Mes parents, Armand et Geneviève, étaient répertoriés sur les documents. Dans une tentative désespérée de sauver l'image et l'entreprise de leur enfant prodige, ils avaient co-signé ces derniers prêts désespérés. Ils avaient mis en gage leur propre compte de retraite et le titre de propriété de leur maison. Quand Gauthier a coulé, il les a entraînés avec lui. Ils avaient perdu leur maison. Ils avaient perdu leurs économies. Ils étaient totalement et complètement ruinés. Ils n'étaient pas venus à Tao pour des vacances. Ils n'étaient pas venus pour affirmer leur domination. Ils étaient venus parce que mon domaine de 35 millions de dollars était littéralement le seul toit qui leur restait au monde qu'ils pouvaient essayer de revendiquer. Ils étaient sans abri et ils essayaient de voler mon canot de sauvetage pour se sauver. Je me suis levé, les révélations s'installant sur moi comme une lourde couverture de glace. Ils avaient menti. Ils avaient posé. Ils m'avaient traité comme un domestique dans ma propre maison, exigeant que je fasse des barbecues pour leurs faux amis, tout en cachant le fait qu'ils étaient démunis. Gauthier pensait que j'étais son filet de sécurité inconscient. Il pensait qu'il pouvait simplement me marcher sur le cou pour garder la tête hors de l'eau. Mais il n'avait aucune idée à quel genre d'homme il avait affaire. Quand on récupère des navires, on apprend que certaines épaves sont trop lourdes à soulever. Si vous essayez de sauver un navire en train de couler,
rempli de trous, il vous entraînera au fond de l'océan avec lui. Vous devez couper la ligne. J'ai regardé Sarah. Préparer les avis d'expulsion. Préparer les ordonnances de non-contact. Imprimer chaque document montrant cette saisie et cette faillite. Samedi soir allait être la fête la plus chère et la plus dévastatrice que Gauthier ait jamais organisée. Le samedi soir est arrivé avec un froid vif et piquant dans l'air de la montagne. De la fenêtre de ma maison d'hôte, j'ai regardé le soleil plonger derrière les sommets déchiquetés entourant le lac Tao, jetant de longues traînées saignantes d'orange et de violet sur l'eau. La beauté naturelle sereine du paysage contrastait fortement avec le cirque absolu qui se déroulait sur ma pelouse. Gauthier n'avait pas exagéré en disant qu'il organisait un événement pour impressionner. Une flotte de VUS noirs de luxe et de voitures de sport élégantes était alignée le long de mon allée. Leurs pneus écrasaient les dernières parcelles de mon herbe alpine coûteuse. Une immense tente de traiteur blanche avait été érigée près du hangar à bateaux et du personnel de service en chemise blanche impeccable et nœuds papillons noirs transportait des plateaux de flûtes de champagne et de mini-gâteaux au crabe entre la maison principale. À travers les baies vitrées de mon salon, je pouvais voir la douce lueur dorée des lustres. Un quatuor à cordes était installé dans un coin jouant un morceau classique qui flottait sur l'eau. C'était une leçon magistrale de fausse richesse. Chaque détail était conçu pour projeter une image de succès intouchable. Et tout cela était financé par de l'argent que Gauthier n'avait pas, affiché sur une propriété qu'il ne possédait pas, pour impressionner des gens qui le laisseraient tomber dès qu'ils sentiraient le sang dans l'eau. Je me suis regardé. Je portais mes jeans de travail les plus tachés, le tissu raidi par l'eau salée séchée et la vieille graisse de machine. Mes bottes à embout d'acier étaient éraflées et recouvertes d'une fine couche de poussière grise. Par-dessus un t-shirt gris délavé, je portais ma lourde veste de travail en toile, celle que j'utilisais lorsque je soudoyais des patchs sur des trous rouillés sous la pluie glaciale. Je sentais légèrement le carburant diesel, la sueur et l'océan. J'étais l'exact opposé de tout ce que Gauthier voulait que ses invités voient. Cela en faisait la tenue parfaite. Je suis sorti de la maison d'hôte et j'ai commencé la courte marche sur le chemin de pierre menant au domaine principal. L'air était rempli du bruit des verres qui s'entrechoquaient, des rires prétentieux et du doux bourdonnement des violoncelles. Alors que j'approchais du patio extérieur, un jeune serveur portant un plateau d'apéritif m'a barré la route, me regardant avec un mélange de confusion et de dégoût. « Excusez-moi, monsieur, » dit le serveur, ses yeux se posant sur ma veste tachée de graisse. L'entrée de service est par derrière. Le gérant du traiteur cherche l'équipe de nettoyage. Je n'ai même pas ralenti. Je l'ai juste regardé, mon expression complètement impassible, et j'ai continué à marcher. J'ai poussé les immenses portes-fenêtres en verre et je suis entré directement dans le grand hall d'entrée de ma propre maison. La chaleur de la pièce m'a frappé instantanément, ainsi que l'odeur écrasante de parfums chers et de nourriture traiteur. Il y avait au moins 60 personnes entassées dans mon salon et mon foyer. Des hommes en costume sur mesure agitaient du whisky dans des verres en cristal, discutant bruyamment de start-up technologiques, de rendement de capital risque et de projections de marché. Des femmes en robe de cocktail de créateurs admiraient les plafonds voûtés et l'immense cheminée en pierre que j'avais construite de mes propres mains. Au centre de la pièce, faisant la cour comme un empereur conquérant, se trouvait Gauthier. Il portait un costume bleu marine sur mesure, tenait un verre de scotch, riant bruyamment à une blague racontée par un homme plus âgé aux cheveux argentés. Céline se tenait à côté de lui, vêtue d'une robe émeraude scintillante, tenant son téléphone et diffusant la scène en direct. Et comme vous pouvez le voir, Céline ronronnait à ses abonnés, panoramisant la caméra dans la pièce. Le flux architectural de notre nouvelle maison au bord du lac est juste parfait pour recevoir. Gauthier s'est vraiment surpassé avec cette propriété. J'ai marché lentement à travers la foule. Je n'ai pas essayé de me fondre dans la masse. J'ai laissé mes lourdes bottes heurter le parquet. Les conversations se sont brusquement arrêtées à mon passage. Les gens regardaient, serrant leurs manteaux chers, reculant physiquement pour éviter de me frôler avec mes vêtements sales. Le quatuor à cordes jouait toujours, mais l'ambiance sociale s'éteignait rapidement. Gauthier m'a aperçu de l'autre côté de la pièce. Son visage a immédiatement rougi d'une couleur sombre et furieuse. Il s'est excusé auprès de l'homme aux cheveux argentés et s'est dirigé rapidement vers moi, les yeux écarquillés par la panique et la rage. « Qu'est-ce que tu fais ?» Gauthier a sifflé, me saisissant le bras et essayant de me tirer vers son couloir latéral. « Je t'ai dit de rester derrière le barbecue. Tu sens le pétrole. Éloigne-toi avant de tout gâcher pour moi. » J'ai baissé les yeux sur sa main, qui serrait ma veste.
Puis je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas baissé la voix. En fait, je l'ai projeté pour que les personnes proches puissent m'entendre clairement. Je vérifie juste la maison, dis-je doucement. Je voulais voir comment tout le monde appréciait la propriété. Arrête de parler, Gauthier chuchota furieusement, sa prise se resserrant. Tu m'embarrasses. Va juste à la cuisine. Au lieu de reculer, j'ai avancé, le forçant à lâcher prise. Je l'ai dépassé, me dirigeant directement vers le panneau de contrôle de la maison intelligente haut de gamme montée sur le mur près de l'escalier. J'avais installé le système moi-même. Il contrôlait tout, de l'éclairage à la sécurité en passant par le système audio intégré. Gauthier s'est précipité après moi, mais il était trop tard. J'ai entré mon code maître de dérogation à 6 chiffres. J'ai appuyé sur l'interrupteur audio principal. La musique classique jouant à travers les haut-parleurs cachés au plafond s'est instantanément éteinte. Le quatuor à cordes dans le coin, confus par le changement acoustique soudain, a hésité et a cessé de jouer. Puis j'ai appuyé sur les commandes d'éclairage extérieur. La douce lueur ambiante des lumières du patio a disparu, remplacée instantanément par les projecteurs de sécurité industrielle à forte puissance que j'avais installés pour dissuader les ours. Toute la propriété s'est éclairée comme une cour de prison lors d'une évasion. La foule est devenue complètement silencieuse. Chaque œil dans la pièce était fixé sur l'homme à la veste de travail sale debout près des commandes. Gauthier avait l'air d'être sur le point d'avoir une crise cardiaque. Il a ouvert la bouche pour me crier dessus, pour essayer de transformer la situation en une blague, pour reprendre le contrôle. Mais avant qu'il ne puisse dire un seul mot, le silence pesant de la nuit fut brisé par un son qui fit battre mon cœur froid avec une satisfaction pure et non frelatée. Des sirènes. Plusieurs sirènes, fortes et hurlantes, résonnant des montagnes et se dirigeant directement vers nos portes. Gauthier se figea. Qu'est-ce qui allait franchir ces portes? Des lumières stroboscopiques rouges et bleues traversèrent les immenses fenêtres avant, peignant les visages choqués des 60 investisseurs en technologie de couleurs alternées. Le hurlement des sirènes atteignit un paroxysme assourdissant avant de s'arrêter brusquement, ne laissant que le craquement agressif des pneus lourds sur le gravier. À travers la vitre, tout le monde pouvait voir 4 voitures de patrouille du shérif du comté formant une barricade à travers l'allée, bloquant efficacement toutes les voitures de luxe. Les portes des voitures de patrouille s'ouvrirent simultanément. Le shérif Barrick sortit, ajustant sa ceinture de service, flanqué de 6 adjoints en uniforme. Il n'avait pas l'air d'arriver pour une plainte de bruit. Il se déplaçait avec la détermination sombre et coordonnée d'un raid tactique. Une vague de murmures nerveux parcourut le salon. Les cadres technologiques et les capital risqueurs tendirent instinctivement la main vers leur téléphone. Les gens riches n'aiment pas être dans la même pièce que les forces de l'ordre à moins que ce ne soit eux qui les aient appelés. Le visage de Gauthier passa d'un rouge profond à un gris maladif et cendré. Il arbora son meilleur sourire d'entreprise, le plus nauséabondement confiant, et se fraya agressivement un chemin à travers ses invités vers la porte d'entrée. Il allait essayer de s'en sortir en douceur. Il allait utiliser son faux charme pour étouffer l'explosion. Le shérif Barrick poussa les lourdes portes en noyer avant que Gauthier ne puisse même atteindre la poignée. Le vent froid de la montagne balaya le hall, apportant avec lui la dure réalité du monde extérieur. « Shérif, bonsoir », cria presque Gauthier, ouvrant les bras dans un geste d'hospitalité exagéré. Il doit y avoir une sorte de malentendu. Je suis Gauthier, le propriétaire de cette propriété. Nous organisons juste un petit événement de réseautage privé. Si c'est à propos du bruit, je vous assure que nous baisserons la musique immédiatement. Pouvons-nous sortir et régler cela en privé? Il tendit la main, tentant de taper Barrick sur l'épaule. Le geste universel de l'homme riche pour laissez-moi vous faire un chèque et faire disparaître cela. Le shérif Barrick ne sourit pas. Il ne sortit pas. Il fit simplement un pas en avant, forçant Gauthier à trébucher en arrière et sortit un épais dossier en papier dessous son bras. Je ne suis pas ici pour une plainte de bruit, la voix de Barrick résonna dans le hall silencieux, profonde et autoritaire. Et je ne sors certainement pas. Je suis ici en réponse à un rapport de délit d'intrusion et d'occupation illégale. Gauthier rit. Un son aigu, tendu et désespéré. Intrusion? C'est absurde. C'est ma maison. Ce sont mes invités. Je pense que vous avez la mauvaise adresse, officier. Barrick ouvrit le dossier et en sortit un document neuf et notarié. Il le tendit de sorte que la lumière du lustre au plafond frappe le sceau officiel du comté.
J'ai l'acte de propriété tiré directement du bureau du greffier du comté, annonça Barrick, sa voix portant facilement jusqu'au fond de la pièce où le personnel de service se cachait. Ce domaine de 35 millions de dollars est entièrement détenu par Deep Sea Salvage and Recovery Incorporated. L'unique propriétaire et propriétaire légal de cette corporation est Étienne. Les yeux de Barrick parcoururent la foule jusqu'à ce qu'il se fixe sur moi, debout près de l'escalier dans ma veste tachée de graisse. Il hocha la tête respectueusement. « Bonsoir, Étienne. Est-ce cet individu qui revendique la propriété de votre bien ?» Chaque tête dans la pièce se tourna vers moi, l'homme qu'ils avaient évité, l'homme qu'ils pensaient être laid d'embaucher, l'homme dont Gauthier avait profondément honte. J'ai avancé lentement, mes bottes cognant le bois. Je me suis arrêté juste à côté de mon frère. Il tremblait. Des tremblements visibles parcouraient ses bras. « Oui, shérif, dis-je calmement. C'est cet homme. Il s'est introduit dans mon domaine, a déménagé ses meubles sans ma permission, et a organisé une fête en utilisant mes ressources. Ma mère, Geneviève, a soudainement poussé son chemin vers l'avant de la foule. Elle portait une robe à paillettes ridicule, son visage déformé par un mélange de fureur et de panique. « Étienne, arrête cette folie tout de suite. Dis aux officiers que c'est un malentendu familial. Dis-leur que ton frère est autorisé à être ici. Tu nous embarrasses devant ces investisseurs. » J'ai regardé ma mère. J'ai regardé Gauthier. Puis je me suis tourné vers les 60 invités qui assistaient à cela comme à un horrible accident de voiture. « Il n'y a pas de malentendu, dis-je, projetant ma voix pour que chaque personne puisse m'entendre. Mon frère Gauthier aime se présenter comme un capital risqueur à succès. Il vous a invité ici ce soir pour obtenir des investissements pour son nouveau fonds. Il voulait que vous croyiez que ce domaine était la preuve de sa stabilité financière. » J'ai tendu la main dans ma poche de veste et en ai sorti les documents juridiques pliés que mon avocate Sarah m'avait imprimés. Je les ai tenus en l'air. « Ce qu'il ne vous a pas dit, ai-je poursuivi, ma voix coupant la pièce comme un scalpel, c'est qu'il y a 5 jours, son manoir de plusieurs millions de dollars à San Francisco a été officiellement saisi par la banque. Il porte actuellement une dette personnelle de 4,5 millions de dollars. Son fonds précédent s'est effondré. Il est complètement en faillite et il n'a nulle part où vivre. Il ne vous a pas invité à une pendaison de crémaillère. Il vous a invité sur une scène de crime, espérant vous escroquer suffisamment d'argent pour sauver sa peau avant que la banque ne le rattrape. » Un halètement collectif résonna dans la pièce. Une femme en robe rouge couvrit sa bouche. Un PDG de la technologie de premier plan debout près de la cheminée posa immédiatement son verre et commença à chuchoter furieusement à son assistant. Gauthier semblait avoir été abattu. Sa bouche s'ouvrit et se referma, mais aucun son n'en sortit. L'armure dorée était complètement brisée, ne laissant qu'un voleur désespéré et menteur exposé aux personnes mêmes dont il avait le plus besoin. Mais la nuit n'était pas finie. Quel était mon dernier coup? Le chaos éclata dans le grand salon. Le vernis sophistiqué de la fête de la haute société se dissipa en quelques secondes. Les investisseurs et les cadres ne chuchotaient plus seulement. Ils reculaient activement de Gauthier comme s'il avait une maladie très contagieuse. Dans le monde du capital risque, la perception est tout. Être associé à un fraudeur en faillite qui faisait l'objet d'une enquête pour intrusion criminelle était un suicide d'entreprise. Plusieurs invités avaient leur téléphone sorti, enregistrant la scène de manière flagrante. Céline, qui diffusait en direct à ses abonnés quelques instants auparavant, réalisa soudain l'horreur de sa situation. Elle laissa tomber son téléphone, l'écran se fissurant contre le sol en pierre, et commença à crier aux invités. « Arrêtez d'enregistrer. Rangez vos téléphones tout de suite. C'est un événement privé. Mon mari est un manager respecté. Étienne ment. Il est juste jaloux de nous, hurla-t-elle, sa voix se brisant hystériquement. Personne ne l'écouta. Le PDG de la technologie près de la cheminée boutonnait son manteau, lança un regard de pur dégoût à Gauthier, et sortit directement par la porte d'entrée, marmonnant à propos de contacter son équipe juridique. Le reste de la foule suivit comme un troupeau de moutons paniqués, se faufilant devant les adjoints du shérif, abandonnant leurs manteaux et leurs boissons dans leur désespoir de fuir la propriété. En 5 minutes, l'immense maison était entièrement vide d'invités. Les seules personnes restantes étaient le shérif Barrick, ses adjoints, le personnel de service se cachant dans la cuisine, et ma famille terrifiée et ruinée. Gauthier s'effondra sur le canapé en cuir blanc sur lequel ses enfants avaient dessiné plus tôt. Il enfouit son visage dans ses mains,
ses épaules se soulevant. Tout son monde, son illusion soigneusement construite de supériorité, avait été anéanti en moins de 10 minutes. Mon père, Armand, qui était resté silencieux pendant toute l'épreuve, s'avança enfin. Il avait l'air incroyablement vieux, son visage pâle et creusé. Il me regarda, non pas avec colère, mais avec une réalisation soudaine et pathétique de sa propre vulnérabilité. Étienne, mon père croissa, sa voix dénuée de son autorité habituelle. Tu n'avais pas à faire ça comme ça. Tu as ruiné sa carrière. Tu as ruiné sa vie. Nous sommes ta famille. Vous avez ruiné vos propres vies, répondis-je froidement, ne ressentant absolument aucune pitié. J'ai vérifié les déclarations de faillite. Papa, je sais que toi et maman avez co-signé ces prêts. Je sais que vous avez mis vos comptes de retraite et votre maison en garantie pour couvrir ces jeux sur le marché. Je sais que vous avez perdu votre maison aussi. Vous êtes venu ici parce que vous êtes sans abri et que vous pensiez pouvoir prendre ce qui est à moi comme vous l'avez toujours fait. Ma mère poussa un grand cri dramatique et s'effondra sur une chaise, pleurant hystériquement. Mais j'étais insensible à ses larmes. J'avais passé toute une vie à la regarder utiliser les larmes pour manipuler les situations. J'ai vérifié ma lourde montre de plongeur. Le timing devait être parfait. Pile à l'heure, le profond grondement de lourds moteurs diesel résonna dans l'allée, beaucoup plus fort et plus intimidant que les voitures de police. Par les portes d'entrée ouvertes, 3 énormes dépanneuses industrielles, faisant partie de ma flotte de sauvetage commercial, entrèrent dans l'allée. Leurs feux de détresse jaune vif tournaient, projetant de longues ombres menaçantes sur la pelouse. Les lourds freins pneumatiques sifflèrent bruyamment alors que les camions se garaient directement devant la maison. 4 de mes plus forts hommes d'équipage de sauvetage sautèrent, portant de lourds gants de travail, tenant d'énormes chaînes en acier et des sangles de remorquage. Gauthier leva les yeux de ses mains, ses yeux s'écarquillant d'une terreur renouvelée. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? Je me suis dirigé vers lui, debout, projetant chaque once de l'autorité que j'avais acquise en luttant contre l'océan. C'était le coup de force ultime. Ce sont mes camions de sauvetage, lui dis-je, ma voix résonnant dans la grande pièce. Ils servent à traîner de lourdes ordures hors de la boue. Maintenant, écoute-moi très attentivement. Tu es actuellement en infraction. Le shérif Barrick a un avis d'expulsion formel et une ordonnance de non-contact. J'ai désigné l'horloge grand-père dans le coin de la pièce. Je te donne exactement 20 minutes. J'ai annoncé, toi, ta femme, tes enfants et nos parents prendront tous les vêtements et objets personnels que vous pourrez porter dans vos mains. Vous sortirez par mes portes d'entrée. Tout ce qui restera dans cette maison après 20 minutes, vos meubles bon marché, vos appareils électroniques, vos vêtements de créateur, sera traîné par mon équipe et jeté directement sur le bas-côté en gravier de l'autoroute nationale. Si vos voitures sont toujours garées sur mon herbe, mes dépanneuses les mettront en fourrière. Gauthier me regarda, la bouche ouverte. Tu ne peux pas être sérieux. Il fait un froid de canard dehors. Il commence à pleuvoir. Où sommes-nous censés aller? Je ne sais pas, Gauthier, dis-je doucement, me penchant pour qu'il puisse entendre l'absolue finalité dans ma voix. Peut-être devrais-tu utiliser tes impressionnantes compétences en réseautage pour trouver une solution. Ton temps commence maintenant. Merci d'avoir suivi cette histoire à travers tout le chaos. Si vous regardez toujours, laissez un commentaire avec les mots toujours là. C'est un petit badge d'honneur qui montre que vous êtes allé si loin, et je promets d'aimer et de répondre à chaque commentaire qui inclura cette phrase. Continuez à regarder. La fin est intense. Le compte à rebours a commencé et la réalité absolue de la situation s'est finalement abattue sur eux. Il n'y a plus eu d'argument. Il n'y a plus eu de posture. Il n'y avait plus que de la désespoir brute et frénétique. Gauthier s'est précipité hors du canapé et a sprinté à l'étage, criant à Céline d'attraper les enfants et de faire les valises. Je me tenais dans le foyer, les bras croisés, observant le spectacle pathétique se dérouler. Le shérif Barrick et ses adjoints se tenaient près des portes, les mains posées près de leur ceinture de service, s'assurant que personne ne tentait quoi que ce soit de stupide. Ma mère, Geneviève, n'est pas montée à l'étage. Elle a réalisé que faire les valises signifiait accepter la défaite. Au lieu de cela, elle a choisi la seule tactique qui lui restait. Elle s'est jetée à genoux au milieu du parquet, attrapant l'ourlet de ma veste de travail sale. Son visage était maculé de mascara, ses faux cils pendaient. « Étienne, s'il te plaît. Je t'en supplie, gémit-elle,
sa voix résonnant de manière stridente contre les murs de pierre. Ne fais pas ça. Tu nous condamnes à mourir dehors. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas de maison. La banque a tout pris. Nous sommes ton sang. Tu ne peux pas jeter ta propre mère sous la pluie. Je l'ai regardée. Il y a 15 ans, quand je saignais dans un lit d'hôpital, terrifié à l'idée de perdre mes mains. Elle n'avait pas versé une seule larme pour moi. Quand ils m'ont fait rester dehors dans la neige avec une table que j'avais construite de mes propres mains, ils n'avaient pas pensé à mes sentiments. Ils m'avaient saigné à blanc toute ma vie. Et maintenant que l'autre se défendait enfin, les parasites jouaient les victimes. J'ai doucement mais fermement retiré ses doigts de ma veste et j'ai reculé d'un pas. Tu as raison, maman, dis-je, ma voix d'un calme mortel. Nous sommes du sang, mais le sang ne te donne pas le droit de détruire ma vie, de réparer tes erreurs. Elle sanglota plus fort, tendant à nouveau la main vers moi. Nous avons fait une erreur. Nous essayons juste d'aider Gauthier. C'est ton frère et je suis ton fils, répondis-je. Mais ça n'a jamais compté, n'est-ce pas? Te souviens-tu ce que tu m'as dit quand j'avais 22 ans, travaillant 3 emplois, te suppliant pour un petit prêt juste pour pouvoir manger pendant que je bâtissais mon entreprise? Tu m'as regardé et tu as dit, Étienne, les gens matures prennent la responsabilité de leurs propres décisions financières. Nous ne pouvons pas te tenir la main éternellement. Je ne fais que suivre tes excellents conseils parentaux, maman. Tu as pris un risque avec Gauthier. Tu as perdu. Maintenant, assume tes décisions financières. Mon père se tenait à quelques pas, observant cet échange. Il ne dit pas un mot. Il savait que j'avais raison. L'hypocrisie de toute leur existence les avait finalement rattrapés. Les 20 minutes s'évaporèrent rapidement. Gauthier et Céline descendirent les escaliers en trébuchant, traînant derrière eux 4 énormes valises de créateurs. Leurs 2 enfants pleuraient, confus et effrayés par les cris. Céline ressemblait à un fantôme. Sa robe émeraude coûteuse était tachée de sueur et de panique. Gauthier ne me regarda pas. Il garda les yeux fixés sur le sol, complètement brisé. Le temps est écoulé, annonçai-je. Je fis signe à mon équipe de sauvetage qui se tenait dehors. Retirez leurs voitures de mon herbe. Garez-les devant les portes principales. S'ils ne les bougent pas dans 10 minutes, faites-les remorquer à la fourrière du comté. L'équipage agit avec une efficacité brutale. Ils ne se souciaient pas des badges de luxe sur les voitures. Ils attachèrent les chaînes, soulevèrent les véhicules et les traînèrent hors de ma pelouse ruinée, les déposant sans cérémonie sur le bas-côté en terre de la route de montagne, juste à l'extérieur de ma propriété. J'ai conduit ma famille jusqu'à la porte d'entrée. Le temps de montagne était devenu violent. Une pluie glaciale, mêlée de grésil, tombait du ciel noir, transformant le chemin de terre en un marécage boueux. Gauthier, Céline, les enfants et mes parents traînèrent leurs valises hors de la porte. Le vent froid leur fouetta immédiatement les cheveux et trempa leurs vêtements coûteux. Le shérif Barrick se tenait sur le porche, remettant à Gauthier une épaisse pile de documents juridiques enveloppés dans une pochette en plastique. Voici vos copies des ordonnances de non-contact, dit Barrick d'une voix rauque. Vous avez légalement interdiction de vous approcher à moins de 500 mètres d'Étienne, de son entreprise ou de ce domaine. Si je vois l'un d'entre vous à nouveau sur cette montagne, je vous arrêterai sur le champ. Comprenez-vous? Gauthier hocha faiblement la tête, les dents claquant de froid. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, la lumière chaude du lustre se répandant derrière moi, contrastant avec l'obscurité glaciale dans laquelle il marchait. Ma mère regarda une dernière fois en arrière, son visage un masque de pure haine et de désespoir. Tu vas pourrir en enfer pour ça, Étienne, cracha-t-elle avec venin au son de la pluie. Peut-être, répondis-je doucement. Mais ce soir, je dormirai dans un lit chaud. J'ai tendu la main, saisi les lourdes poignées en laiton des portes ennoyées et les ai claquées, verrouillant le pêne avec un clic fort et satisfaisant. Est-ce vraiment fini, ou les parasites trouvent-ils toujours un moyen de revenir? Le silence qui s'abattit sur la maison après que les portes furent verrouillées fut absolu et profond. L'énergie chaotique et suffocante qui avait tourmenté mon sanctuaire pendant les 48 heures précédentes disparut instantanément. Je me tenais dans le foyer, écoutant la pluie battre contre les lourdes fenêtres en verre, prenant une profonde inspiration purificatrice, mais le désordre physique demeurait. Le lendemain matin, je ne perdis pas de temps à pleurer une famille que je n'avais jamais vraiment eue. J'ai pris mon téléphone et appelé une équipe de nettoyage industriel professionnel de la ville.
Je les ai payés le triple de leur tarif normal pour travailler un dimanche. Pendant 10 heures, ils ont frotté, poli et désinfecté chaque centimètre carré du domaine. Ils ont retiré les tableaux abstraits bon marché, réparé les trous dans mes panneaux de chaîne sur mesure et utilisé des produits chimiques spécialisés pour enlever les taches de marqueur du canapé en cuir italien. Ma propre équipe de sauvetage est venue et a passé l'après-midi à charger tous les meubles indésirables que Gauthier avait apportés dans un énorme camion-benne. Je n'ai pas gardé un seul article. J'ai tout fait transporter à la décharge du comté et broyer. Je ne voulais aucune trace de leur existence dans ma maison. Le lundi, j'ai fait venir une entreprise de sécurité haut de gamme sur la propriété. Nous avons démoli les vieilles portes en fer forgé. À leur place, j'ai payé 50 000 $ pour installer un système de barricades en acier renforcé massif, avec des scanners biométriques de qualité militaire, des lecteurs de plaques d'immatriculation et une liaison d'alarme directe avec le centre de répartition du shérif Barrick. Ma maison n'était plus seulement un sanctuaire. C'était une forteresse. Un mois passa. L'air de la montagne devint plus froid, signalant l'approche d'un hiver rigoureux. Je suis retourné au travail, plongeant dans les profondeurs glaciales, coupant de l'acier et soulevant des épaves. Le travail physique était plus agréable que jamais. Je ne portais plus le poids invisible et écrasant des attentes de ma famille. Un après-midi de fin novembre, mon oncle Évandre est venu de l'Oregon pour me rendre visite. Je l'ai fait passer par les nouvelles portes en acier et nous nous sommes assis sur le patio arrière, surplombant les eaux grises et agitées du lac, buvant du café chaud agrémenté d'un peu de whisky. Évandre regarda autour de lui, hochant la tête en signe d'approbation. « Tu as construit un sacré mur, Étienne. »« Bien. Ça garde les loups dehors. »« As-tu eu de leurs nouvelles ?» ai-je demandé, regardant l'eau. J'avais changé de numéro de téléphone et bloqué toutes leurs adresses e-mail. J'étais complètement hors réseau en ce qui les concernait. Évandre soupira, serrant ses mains calleuses autour de sa tasse. « Oui, ton père m'a appelé la semaine dernière, pleurant comme un chien battu. C'est grave, Étienne. Vraiment grave. » Je ne dis rien, attendant qu'il continue. La faillite de Gauthier est passée complètement, expliqua Évandre, une satisfaction sombre dans la voix. Le gouvernement enquête sur son fonds pour fraude potentielle. Céline a fait ses valises avec les enfants et est retournée vivre chez ses parents à Seattle. Elle a demandé le divorce il y a 2 semaines, affirmant avoir été victime de ses abus financiers. Quant à tes parents, ils vivent dans un minuscule appartement de 2 chambres dans un mauvais quartier d'Oakland. Gauthier dort sur leur canapé. Ils survivent grâce au maigre chèque de sécurité sociale de ton père. L'entendre à voix haute ne m'a pas apporté de joie, mais pas de culpabilité non plus. Cela me semblait être la conséquence naturelle de la gravité. Si vous sautez d'une falaise en croyant pouvoir voler, le sol ne s'excuse pas de vous briser les os. Ton père m'a supplié de te parler, continua Évandre doucement. Il a demandé si tu pouvais leur envoyer quelques milliers par mois, juste assez pour qu'ils aient un meilleur appartement. Il a dit qu'ils étaient désolés et qu'ils réalisaient qu'ils t'avaient tenu pour acquis. J'ai bu une lente gorgée de mon café, sentant la chaleur se répandre dans ma poitrine. Qu'est-ce que tu lui as dit, mon oncle ? Évandre ricana. Un son rauque et sec. Je lui ai dit qu'il devrait demander à Gauthier d'utiliser ses brillantes compétences en capital risque pour investir ce chèque de sécurité sociale. Puis j'ai raccroché et bloqué son numéro. J'ai souri. C'était le premier sourire sincère que j'avais ressenti depuis des mois. Je ne me suis pas arrêté là. Le lendemain, j'ai contacté Sarah, mon avocate. Je lui ai fait finaliser les ordonnances de non-contact permanente. De plus, j'ai transféré la propriété du domaine de Tao, mes actifs commerciaux et mes comptes bancaires dans une fiducie irrévocable et aveugle. Même s'il trouvait un avocat véreux pour tenter de me poursuivre en justice pour soutien familial, il se heurterait à un mur juridique en titane. J'ai réalisé quelque chose d'important pendant ce processus. La société nous conditionne à croire que la famille est sacrée, que l'on doit pardonner aux proches toxiques parce qu'ils sont du sang. Les gens vous diront d'être la personne la plus grande pour guérir le traumatisme générationnel. Mais je suis un plongeur de récupération. Je sais comment regarder une épave et déterminer si elle peut être sauvée. Ma famille était un navire en décomposition reposant au fond d'une tranchée. Essayer de les remonter à la surface ne ferait que me noyer. Je ne voulais pas les guérir. Je voulais les amputer. Et c'est exactement ce que j'ai fait.
cela fait exactement 1 an depuis la nuit où je les ai jetés sous la pluie glaciale. Je me suis réveillé ce matin avant l'aube. J'ai préparé une cafetière de café noir fort dans ma cuisine immaculée et silencieuse. Je suis sorti sur le balcon du 2e étage, le même balcon que Gauthier avait essayé de réclamer pour ses appels téléphoniques du matin, et je me suis appuyé contre la balustrade en cèdre. L'air était vif et sentait les aiguilles de pin et la neige. En contrebas, le lac Tao était parfaitement immobile, un miroir géant reflétant la faible lumière violette du lever du soleil approchant. Il n'y avait pas de camion de déménagement ruinant mon herbe. Il n'y avait pas de fausses personnes buvant du champagne dans mon salon. Il n'y avait pas de cris, pas de manipulation, pas de demandes interminables d'argent. Il n'y avait que la paix, une paix absolue et ininterrompue. J'ai passé ma main sur le bois lisse du balcon. J'avais coupé ce bois. Je l'avais poncé. J'avais construit cette vie de mes propres mains cicatrisées, luttant contre la pression écrasante de la haute mer et la pression encore plus lourde d'une famille qui ne me voyait que comme un outil à utiliser et à jeter. En y repensant, j'ai réalisé que les 35 millions de dollars que j'avais gagnés ne m'avaient pas acheté le bonheur. Le bonheur n'est pas une marchandise que l'on peut acheter. Mais ce que l'argent avait acheté, c'était le pouvoir. Il m'avait acheté une porte en acier de 50 000 dollars. Il m'avait acheté les meilleurs avocats de l'État. Plus important encore, il m'avait acheté le luxe ultime de la vie, le pouvoir de dire non et de le faire respecter. Je sais qu'il y a des gens qui entendront cette histoire et me jugeront. J'ai lu les arguments hypothétiques dans ma propre tête. Les gens qui ont des familles normales et aimantes ne peuvent pas comprendre le niveau de cruauté nécessaire pour survivre à une famille toxique. Ils diront que je suis un homme froid. Ils diront que jeter une mère âgée et un frère désespéré dans une tempête de montagne est l'acte d'un sociopathe, quelle que soit la raison pour laquelle ils l'ont mérité. Ils affirmeront que j'aurais dû les laisser passer la nuit ou payer un hôtel ou leur donner un petit prêt pour qu'ils puissent se remettre sur pied. Ils diront que la vraie force réside dans le pardon et la miséricorde. Mais la miséricorde envers un parasite est une cruauté envers l'hôte. Si je leur avais donné un pouce, ils auraient pris tout le domaine. Si j'avais payé pour un hôtel, je serais devenu leur propriétaire permanent. Si je leur avais pardonné, ils auraient appris qu'il n'y a pas de conséquences réelles à m'abuser, seulement des inconvénients mineurs. J'ai choisi moi-même. Pour la première fois en 42 ans, j'ai mis ma propre survie au-dessus de leur confort. J'ai coupé la ligne de vie et j'ai laissé le poids mort couler au fond où il appartenait. Alors que le soleil franchissait enfin les sommets des montagnes, inondant le lac d'une lumière dorée brillante et aveuglante, j'ai pris une profonde inspiration de l'air glacial. Je ne suis pas le méchant de cette histoire, mais je ne suis pas non plus le héros. Je suis juste un homme qui a construit un sanctuaire et l'a défendu. J'ai regardé mes mains, traçant les cicatrices pâles laissées par le câble qui s'était cassé il y a tant d'années. Elles me rappelaient que j'avais survécu au pire que l'océan pouvait me jeter. Et j'avais aussi survécu au pire que ma famille pouvait me jeter. Le lac est resté parfaitement calme, la surface intacte, et pour le reste de ma vie, ma paix restera intacte aussi. L'oncle Évandre m'a dit que couper une branche pourrie est le seul moyen de sauver l'arbre. Mais je sais que beaucoup de gens pensent que j'ai été trop impitoyable, que laisser mes parents âgés et mon frère faire face à l'itinérance sans un sou de mon aide fait de moi un monstre.